Bonjour et bienvenue à la Chambre des notaires de Paris pour parler de l'optimisation fiscale des transmissions du patrimoine. La première chose dont je voulais vous parler, c'est de bien faire la différence. Donc c'est du civil, ce n'est pas du fiscal, mais ça a son importance. La différence entre la donation et la donation-partage. Quelques règles à connaître. La première règle à connaître, c'est que vous ne pouvez pas disposer de votre patrimoine comme vous l'entendez. À partir du moment où vous avez des enfants, il y a ce qui s'appelle la réserve héréditaire. Le conjoint, maintenant, à défaut d'enfant, est aussi réservataire à hauteur d'un quart. Aujourd'hui, la réserve est un petit peu malmenée, c'est-à-dire qu'elle est due au moins en valeur. Mais la réserve existe toujours, d'accord ? Un enfant, la moitié du patrimoine va à l'enfant. 2 enfants, 2 tiers pour les enfants, donc 1 tiers chacun. 3 enfants ou plus, dans ce cas-là, c'est 3 quarts pour la réserve et puis 1 quart de ce qu'on appelle la quotité disponible. C'est la partie de patrimoine dont vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, première règle, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez avec tout votre patrimoine. Respectez la réserve héréditaire. Deuxième règle extrêmement importante, la différence entre la donation simple et la donation partage. Quelle est cette différence? Une donation simple, il faut bien comprendre que c'est une simple avance sur la succession. J'ai 2 enfants, je pense bien faire en leur donnant aux 2 exactement la même chose, sauf qu'ils gèrent de manière complètement différente les 2. Il y en a un qui est extrêmement dépensier et l'autre qui va très très bien gérer portefeuille de valeurs mobilières, immobilier, etc. Eh bien, à mon décès, en fait, on va regarder ce que chacun a fait de la somme donnée. Celui qui a mal géré devra rapporter au minimum ce que je lui ai donné. Et celui qui a bien géré devra rapporter la totalité à la succession. Donc il faut bien comprendre que en fait, faire un don manuel ou une donation simple, qui n'est pas partage, c'est en fait un gage d'insécurité en cas de décès. Et surtout, c'est un peu une prime à la mauvaise gestion. Plus je gère mal et plus je récupérerai de mes frères et sœurs. D'accord ? Ça, c'est un point extrêmement important. Alors, pourquoi il faut recourir à la donation-partage ? La donation-partage, elle consiste en fait à donner et répartir, donner et partager entre ses héritiers tout ou partie de son patrimoine. Alors, attention, on est un petit peu embêté en ce moment avec un arrêt de la Cour de cassation qui considère qu'une donation de biens indivis de biens immobiliers indivis, par exemple, ne constitue pas une donation-partage. On a des solutions. Il faut comprendre qu'à partir du moment où on fait une donation-partage, les biens donnés sont définitivement évalués au jour de la donation. Donc juridiquement, la donation est non rapportable à la succession du donateur. On ne regarde pas ce que chacun a fait de la somme ou du bien donné. Et on a un gel des valeurs à deux conditions. Première condition, il faut que tous les héritiers réservataires vivants représentés au décès de l'ascendant soient bien présents et bien reçus un lot, et qu'il n'ait pas été prévu de réserve d'usufruit sur une somme d'argent, ce qui est assez rare. Ça réduit le risque de réduction de la donation. Donc, si vous avez, à partir du moment où vous avez plusieurs enfants, faites une donation partage, c'est le meilleur conseil qu'on puisse vous donner. Si jamais vous ne l'avez pas fait, parce que vous avez besoin d'aider déjà un enfant qui s'installait dans la vie et que vous avez besoin de l'aider avant les autres, c'est pas grave. On peut très bien réincorporer la valeur qui a été donnée dans une nouvelle donation partage. Mais dans ce cas-là, si la valeur donnée a pris de la valeur, on sera obligé de réincorporer à la valeur au jour où on fait la donation partage, pas à la valeur donnée. D'accord ? Donc on sera obligé de réévaluer. Et on peut tout réincorporer, on peut très bien réincorporer des donations simples, faites chez le notaire, des dons manuels et même des donations partage, c'est tout à fait possible. La donation partage, en fait, est tellement importante que, on va le voir tout à l'heure, elle a été utilisée pour notamment les familles recomposées, puis on verra tout à l'heure sur les sauts de génération. Sur les familles recomposées, l'idée c'est de dire, voilà, il n'est pas juste que un couple recomposé ne puisse pas donner aux enfants communs et non communs. Donc, depuis 2006, on a cette donation partage famille recomposée qui permet à, par exemple, la mère qui a des beaux enfants, d'accepter de donner son consentement à la donation partage sans être forcément codonatrice
à cette donation pour ne pas payer 60% de droits, bien évidemment. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible de donner des biens communs à des enfants qui ne seraient pas tous communs. Il faut quand même avoir des enfants communs pour que cette donation partage famille recomposée fonctionne. D'accord ? On en vient à notre thème, la fiscalité des donations. Alors, la première chose, c'est que le jour où, quand on doit payer les droits, on évalue par rapport à la valeur réelle du bien donné. Donc la première chose, c'est de bien évaluer le bien donné. Ensuite, on va appliquer un abattement qui est fonction du lien de parenté. Entre parents et enfants, c'est un montant de 100 000 euros, d'accord, 100 000 euros par parent, par enfant, qui se renouvelle tous les 15 ans. En faveur des handicapés, on a un abattement complémentaire d'environ 159 000 euros qui s'ajoute. Pour les dons en numéraire, on a ce qu'on appelle la donation Sarkozy. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. En fait, qui à nouveau se renouvelle tous les 15 ans. C'est un don de somme d'argent de 31 865 euros. Alors, la condition, c'est que ça doit être une donation de somme d'argent. L'autre condition, c'est que le donateur doit avoir moins de 80 ans et le donataire, donc le bénéficiaire, plus de 18 ans. L'idée, c'était de relancer l'économie, de donner aux jeunes pour qu'ils dépensent. Tous ces abattements se renouvellent, je vous l'ai dit, tous les 15 ans. Et à partir du moment où ma première donation a été taxée, donc je suis dans un barème. Les barèmes sont différents en fonction, là encore, du lien de parenté. On a l'abattement, le barème parent-enfant qui va entre 5 et 45%. Mais les barèmes sont différents entre conjoints, pour les frères et sœurs, etc. Les réductions, alors vous savez qu'avant 2012, on avait beaucoup de réductions de droits et en fait, l'idée c'était vraiment de donner, puisqu'en fait, on arrivait avec des réductions de 50% quand on donnait avant un certain âge en pleine propriété, 35% quand on donnait en nue propriété. Alors toutes ces donations ont malheureusement disparu, c'est-à-dire que quand on veut vraiment optimiser, il y a un moyen, c'est d'anticiper pour avoir l'abattement de 100 000 euros qui se renouvelle. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est vrai que c'est important, cet abattement de 100 000 euros, il fonctionne en matière de donation comme en matière de succession. C'est le même abattement, c'est-à-dire que si vous avez donné 5 ans avant le décès, on va compter le montant donné dans l'abattement de succession. Alors, deux réductions quand même importantes. La première réduction, c'est une réduction pour les sociétés, les entreprises individuelles. Alors, c'est une réduction d'assiette de la valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises qui sont industrielles, commerciales, opérationnelles peuvent bénéficier sous condition d'un abattement de 75%. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un quart de la valeur qui est taxable, mais à la condition que les donateurs et héritiers s'engagent à conserver les parts ou actions ou l'entreprise individuelle pendant 6 ans. Il y a certaines conditions pour que ce délai soit raccourci, mais le principe, c'est 6 ans. Donc c'est, là encore, fait pour conserver l'emploi. L'idée, c'est que je commence à transmettre mon entreprise, mais je dois m'engager à ne pas céder cette entreprise. On conserve le tissu social, on conserve l'emploi dans l'entreprise et la vie de l'entreprise. Autre réduction pour charges de famille, alors là c'est une réduction qui s'applique sur les droits, 305 euros à compter du 3e enfant. Voilà, il faut venir avec son livret de famille, puisqu'autrement l'administration peut refuser cette réduction de droits. Donc quand vous ferez une donation chez votre notaire, pour bénéficier de cette réduction, il faut que le donataire, le bénéficiaire, donc qui ait plus de 3 enfants, et dans ces cas-là, qui vienne avec son livret de famille pour que nous on l'ait au dossier et qu'on puisse le prouver. La donation démembrée, alors ça c'est voilà, une vraie bonne optimisation. La donation démembrée, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à donner que la nue propriété. Alors je vais prendre sur un bien immobilier. J'ai un bien immobilier, j'ai envie de commencer à transmettre à mes enfants pour anticiper, puisqu'on m'a dit qu'en fait l'abattement se renouvelait que tous les 15 ans. Mais j'ai quand même besoin de revenus. Les loyers de ce bien immobilier, il faut absolument que je puisse en profiter.
Donc l'idée, c'est d'aller voir mon notaire qui me dit il faut faire une donation en nue propriété. Vous pourrez bénéficier, conserver l'usufruit. C'est vous qui bénéficierez donc des loyers et vous avez pu appliquer une décote. Alors la décote sur le bien immobilier, sur la valeur du bien immobilier, elle dépend de l'âge de l'usufruitier. Si par exemple j'ai moins de 61 ans, ma valeur de l'usufruit est de 40%, donc je donne un bien pour 60% de sa valeur. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mon décès, l'usufruit étant un droit viager, l'usufruit s'éteint. Donc en fait, j'ai transmis un droit, comme j'ai plus de 61 ans, j'ai transmis un droit avec une décote de 40%, mais à mon décès, mes enfants n'auront rien à payer. Là c'est... Ah oui, en fait, le tableau n'est pas très bien fait. Non, c'est 61 ans révolus, donc c'est 50%, mais moins... Enfin, là, je suis dans la tranche à 60... J'ai 64 ans, par exemple. Donc, je suis dans la tranche à moins de 71 ans révolus, et c'est 40%. C'est jusqu'à 71 ans, pas 70 ans. Non, vous pouvez faire jusqu'à tout âge, mais la décote est fonction de l'âge de l'usufruitier. Par exemple, à 70 ans... À 70 ans, vous êtes toujours dans la tranche à 40%. À 40%. Oui. 40%, c'est la nue propriété ou l'usufruit? Non, c'est la valeur de l'usufruit. 40%, jusqu'à 71 ans, alors. À 77 ans, voilà, exactement, c'est 30%. J'ai vu avoir 70 ans dans pas longtemps, j'avais peur. En fait, il faut toujours compter effectivement les dizaines plus 1. Donc voilà, il faut aller voir son notaire avant les dizaines plus 1. D'accord, ça va. Je voulais aussi aujourd'hui vous parler des donations atypiques. Donations atypiques. Première donation à laquelle j'ai pensé, c'est la donation partage transgénérationnelle. Vous savez que voilà, avec l'allongement de la durée de vie, il peut être intéressant que finalement les biens que m'ont donné mes parents, j'ai envie de les transmettre à mes propres enfants. Alors, comment ça se passe une donation partage transgénérationnelle? 3 générations, les parents, les enfants, qui en fait renoncent pour leur part et consentent à ce que leurs propres enfants viennent à leur place, et puis les petits-enfants. Quel est le régime fiscal de cette donation partage transgénérationnelle? En fait, pas d'optimisation en soi à partir du moment où c'est un bien qui n'a jamais été donné. Si par exemple David est le grand-père et qu'il souhaite donner à Rémi et à Olivier une somme d'argent, et Rémi se dit « Moi, j'en ai pas besoin. À mon âge, je préfère encore que tu donnes à mes propres enfants, Alix, Arthur et Adrien. » Dans ce cas-là, on va appliquer l'abattement en fonction du lien de parenté de chacun. Olivier n'ayant pas d'enfant, lui, il veut recevoir cette somme d'argent. Donc, l'abattement fiscal qui va s'appliquer entre David et Olivier sera de 100 000 €, puis on appliquera le barème en ligne directe. La fiscalité qui sera applicable entre David, le grand-père, Alix, Arthur et Adrien, les petits-enfants, sera de 31 865 € chacun, puis on appliquera à nouveau le barème fiscal en ligne directe. Donc là, il n'y a pas d'optimisation réelle, sauf que plutôt que la somme soit taxée de David à Rémi et de Rémi à ses propres enfants, il dit plutôt je préfère que ce soit mes propres enfants qui soient d'ores et déjà gratifiés par le grand-père. Il y a par contre un vrai outil d'optimisation. Alors l'outil d'optimisation, il consiste en quoi? Il consiste à dire, en fait, les grands-parents sont toujours en vie, ils ont donné, il y a plus de 15 ans, un bien, qui est toujours dans le patrimoine familial, résidence secondaire par exemple. Aujourd'hui, génération intermédiaire, ils veulent transmettre à leurs propres enfants. Là-dessus, ils ont 2 possibilités. Soit ils consentent une donation, d'accord? Donc je prends l'exemple. Rémi qui a 68 ans a 2 enfants, David et Mélanie. Il a reçu en 96 de Laurent, son père, une propriété de 300 000 €. Aujourd'hui, Rémi, il veut transmettre cette propriété à ses enfants. Premier cas, Rémi fait une donation à ses propres enfants. Je prends la valeur de 300 000, je divise par 250 000 puisque Rémi a 2 enfants.
moins 100 000 d'abattement, ça fait 50 000 € taxables. Je suis à des droits à peu près à 20% en moyenne, ce qui fait 16 388 € de droits de donation pour les deux. Mais en fait, Rémi, qui est allé voir son notaire, lui dit que Laurent, qui lui a donné cette propriété, est toujours vivant. Et son notaire va lui dire, s'il est toujours vivant et qu'il est toujours apte à donner, il faut absolument faire une donation partage transgénérationnelle. Comment ça va se passer? En fait, Laurent va intervenir à l'acte en tant que donateur. Rémi, la génération intermédiaire, va s'effacer, il sera présent, mais il s'effacera volontairement au profit de ses deux propres enfants. Et dans ce cas-là, l'administration fiscale considère que le bien ayant déjà été taxé entre Laurent, le grand-père, et Rémi, il ne peut pas être taxé une deuxième fois si Laurent est à nouveau donateur. Donc je ne peux pas appliquer deux fois des droits de donation, hein, c'est l'application de l'adage non bis in idem. J'applique donc un droit de partage de 2,50 €. Donc en fait, à la place, et j'ai des droits là, en l'occurrence de 7 500 €. Ce qui fait que, pour être concrète, plutôt que d'appliquer des droits qui peuvent aller, qui sont en moyenne de 20%, mais qui peuvent aller jusqu'à 45%, je les permute contre un droit de 2,50 €. Donc, la donation partage transgénérationnelle est un vrai outil aujourd'hui de transmission familiale et tout en optimisant fiscalement la transmission. Alors attention, un mécanisme anti-abus, évidemment, l'administration fiscale n'a pas voulu que le grand-père donne à l'enfant et puis juste après il redonne aux petits-enfants. Donc, mécanisme anti-abus, il faut que la première donation par le grand-père au père ait plus de 15 ans. D'accord? Si elle a moins de 15 ans, ça peut quand même avoir un intérêt et il faut faire le calcul. Si elle a moins de 15 ans, comment ça se passe? On est soumis au droit de mutation, donc le même schéma que je vous ai expliqué tout à l'heure. On valorise, valeur donation, on applique un abattement de 100 000 € par parent par enfant, et puis on applique le barème en ligne directe. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce deuxième cas, si jamais ma première donation date de moins de 15 ans, je vais pouvoir imputer sur la nouvelle donation les droits qui ont été payés à l'époque. Et vous savez qu'avant la loi TEPA, les droits de donation pouvaient être très élevés. Donc il ne faut pas se dire, bah mince, la donation de ma grand-mère, en fait, de mon père, pardon, était de moins de 15 ans, donc ça ne sert à rien, je ne peux pas le faire. Non, il faut faire le calcul. Allez voir votre notaire, et il vous fera le calcul, et vous regarderez si c'est intelligent, si c'est opportun de le faire ou de ne pas le faire. Ou si c'est plus opportun de faire une donation simple, mais c'est souvent pas le cas. Hein. Quand on a le choix entre les droits de donation et le droit de partage, le taux de 2,50 est quand même plutôt attractif. L'idée, c'est qu'on peut aussi très bien optimiser. Je vous ai parlé tout à l'heure du démembrement, de dire, voilà, moi j'ai bien envie de donner à mes enfants, mais enfin, j'ai pas du tout envie de tout donner et je veux garder des revenus. On peut très bien aussi imaginer une donation partage transgénérationnelle où le grand-père est usufruitier ou grand-mère usufruitier actuel, c'est lui qui a les revenus, se dire, au décès du grand-père, ce sera la génération intermédiaire qui a renoncé à la nue propriété, mais qui sera usufruitier successif, donc qui sera usufruitier au décès des parents. Et les petits-enfants, Alix et Arthur, ils ne seront pleins propriétaires qu'au décès de leurs grands-parents et parents. Tout ça, c'est tout à fait possible et ça s'anticipe. Aucun souci. Autre libéralité atypique, les libéralités graduelles et résiduelles. Alors, qu'est-ce qu'une libéralité graduelle et résiduelle? En fait, c'est des libéralités, des donations ou des testaments où on a plusieurs gratifiés. Dans mon exemple, j'ai le donateur qui s'appelle Denis, qui va transmettre, il veut donner un bien à Pierre, premier gratifié, mais à charge pour Pierre, à son décès, de transmettre le bien à Sophie, seconde gratifiée. Alors, dans quel cas on peut voir ça? On peut voir ça, par exemple, j'ai un enfant qui n'a pas d'enfant. Alors, plutôt que à son décès, que les biens que je lui ai donnés soient transmis avec la fiscalité 35-45%, le taux entre frères et sœurs est très élevé. On pourrait très bien imaginer, effectivement, de passer par une graduelle ou une résiduelle. Comme c'est un héritier réservateur, c'est mon enfant, je vais passer par une résiduelle. La résiduelle, il n'est pas obligé de conserver le bien qu'il reçoit, il peut en faire ce qu'il veut. C'est-à-dire que ça ne marchera que sur le reliquat
Et puis s'il a tout vendu, ben c'est pas grave. Mais en tout cas, si jamais il reste quelque chose, ce sera transmis à Sophie, ma fille, sans payer les droits de 35 et 45%, mais avec un taux en ligne directe. Et on imputera en fait les droits qui ont été payés. Comme dans la donation partage transgénérationnelle de moins de 15 ans, on imputera les droits qui ont été payés lors de la première donation. La première donation, donateur Denis à Pierre, on verse là des droits et on pourra imputer ces droits-là quand Sophie, second gratifié, recevra son lot. Donc, différence entre la libéralité graduelle et la libéralité résiduelle. La graduelle, donc c'est une vraie charge, hein, je te donne, mais à condition que tu conserves le bien et à ton décès, tu dois, ce bien sera forcément transmis à la deuxième gratifiée, donc là dans mon exemple à ta sœur. Libéralité résiduelle, en fait, le premier gratifié peut faire ce qu'il veut du bien, mais il ne peut pas disposer par testament, évidemment, parce que si jamais il décède, ce bien, c'est moi qui ai décidé qu'il devait aller à sa sœur. Alors évidemment, il faut que le bien, pour les résiduels et les graduels, le bien soit identifiable à la date de la transmission. En principe, ça ne fonctionne que sur les biens constituant la quotité disponible à partir du moment où j'opère une graduelle, une résiduelle pour un enfant. Mais je vous ai dit, hein, quand c'est un enfant réservataire, il faut faire une résiduelle et pas une graduelle. Alors, pour 2 enfants, ça permet effectivement d'assurer aux donateurs que les biens resteront dans la famille, d'éviter les droits de mutation entre frères et sœurs, d'éviter l'action récupération d'aide sociale. Ça marche aussi quand on a un enfant handicapé et qu'on veut que tout ce qu'on lui donne aille après à ses frères et sœurs. Ça fonctionne aussi en cas de famille recomposée. Quand je me suis remariée, j'ai envie de laisser des biens en pleine propriété à mon à mon mari, mais j'ai pas du tout envie de léser mes enfants d'un premier lit. Or, entre mon mari et mes enfants d'un premier lit, il n'y a absolument pas de lien de droit puisqu'il ne les a pas adoptés, donc c'est 60%. Si j'utilise à bon escient les libéralités résiduelles et graduelles, c'est comme si c'était moi, leur mère, qui avait transmis directement à mes enfants. La propriété à mon conjoint est effacée. Souvent, on utilise, quand on est en famille recomposée, l'usufruit, comme l'usufruit est un droit viager. Au décès du conjoint, les enfants recouvrent la pleine propriété. Mais des fois, il y a des biens qu'on veut transmettre à son conjoint en pleine propriété et pas en usufruit. On pourra très bien utiliser une libéralité là, graduelle, puisqu'à partir du moment où j'ai des enfants, mon conjoint n'est pas réservataire. Le régime fiscal, puisqu'on est là pour parler de fiscalité, c'est ce que je vous ai dit, il est assez intéressant, puisqu'en fait, on va considérer que, si je reprends mon schéma, lors de la transmission du donateur au premier gratifié Pierre, on va payer des droits de donation. On met ces droits de donation de côté, on ne les oublie pas, et au décès de Pierre, Sophie va payer les droits de donation, mais en tenant compte de son lien de parenté entre Denis et Sophie. Et on imputera les droits de donation qui avaient été payés à l'époque pour la transmission à Pierre. En fait, pour faire simple, à partir du moment où on a 2 enfants qui sont donc taxés de la même manière, on ne va être taxé que sur l'évolution de la valeur entre la première et la deuxième donation. Donc ça peut être extrêmement intéressant. On a parlé de toutes les transmissions et de la fiscalité applicable à la transmission du patrimoine. J'ai fait hier une conférence sur l'assurance vie. Vous savez qu'on peut aussi transmettre par le biais de l'assurance vie. Alors, tout ce qui est assurance vie, à partir du moment où on a une clause bénéficiaire qui est bien rédigée, qu'on a bien un bénéficiaire désigné, dans ces cas-là, on a un régime indépendant et autonome de l'assurance vie, avec un abattement en fonction des primes versées avant ou après 70 ans, d'un abattement de 152 500 € ou 30 500 € si jamais j'ai versé mes primes après 70 ans. Donc jamais négliger quand à partir du moment où je veux optimiser la transmission de mon patrimoine,
de regarder ce qu'il y a dans ma succession, mon patrimoine successoral, mais aussi ce qu'il y a en assurance vie, puisque dans ces cas-là, je peux cumuler 100 000 euros d'abattement par parent, par enfant dans la succession, et si j'ai versé mes primes avant 70 ans, 152 500 euros, après avec un abattement notamment de 20%. Autre chose importante, c'est qu'à partir du moment où je donne, je n'ai pas d'imposition de plus-value, ce n'est pas une cession, c'est une donation. La donation n'est pas un fait générateur de plus-value, donc tout ce que vous transmettez, si jamais voilà, vous avez des titres depuis très très longtemps, il y a énormément de plus-value latente. À partir du moment où vous donnez, ces titres-là seront donnés en exonération de plus-value. Donc quand on doit donner des actions, on regarde toujours les titres qui sont gorgés de plus-value plutôt que ceux qui en sont moins. Voilà, donc c'est ça qu'il faut donner, puisque si vos enfants plus tard les vendent, eux, on retiendra pour eux le calcul de la plus-value, la valeur dans l'acte de la donation.